Ceci est un livre audio autogénéré par Google. PREMIERE partie. Les causes de la crise du système politique ivoirien. L'année 1990 marque un tournant dans la politique et le système socio-économique de l'Afrique au sud du Sahara, plus connue sous le nom de l'Afrique noire. Les images de la chute du mur de Berlin et la désagrégation du bloc communiste entamée dès l'automne 1989 font le tour du monde. Pendant 30 ans, les peuples africains au sud du Sahara ont dû s'accommoder des régimes autocratiques et autoritaires exercés par des personnages à la fois chefs de parti et chefs de l'État. En réalité, il y avait une sorte d'inféodation des organisations politiques et syndicales au régime. De la sorte, le président ivoirien a monopolisé pendant plus de 30 ans le pouvoir et ses attributs. Avec l'héritage colonial de la culture du cacao et du café, et les catastrophes naturelles qui ont englouti des milliers d'hectares de plantations en Amérique latine, ainsi que l'instabilité politique du Ghana qui influe sur sa monnaie, la Côte d'Ivoire va amasser une plus-value de ses exportations de café et de cacao entre 1960 et 1980, ce qui fait parler de miracle ivoirien. On assiste ainsi à une redistribution des richesses et avec la mise en pratique du slogan « scolarisation à 100%, les campagnes se vident au profit des villes, donc il n'y a plus de bras pour maintenir le rythme de la culture, mais la crise économique des années 1980 ne permet plus au pays d'assurer les dépenses et investissements. Le gouvernement décide de prendre les mesures qui s'imposent, telles la dissolution des sociétés, la création des ', un ministère chargé du rééchelonnement de la dette extérieure, la réduction du train de vie. Les remous se manifestent au plan interne par des revendications et des manifestations qui sont contrecarrées par l'intimidation, la répression et l'internement dans un camp militaire. À la suite d'une manifestation estudiantine en février 1990, le gouvernement ferme toutes les écoles, universités et résidences universitaires. Les politiques profitent de cet état de choses. La conquête du pouvoir est désormais ouverte par les conflits politiques. Le malaise s'installe et donnera plus tard naissance à une crise ouverte. Seulement, les origines de cette crise sont à rechercher non seulement dans les faits immédiats, mais aussi dans le passé. Raison pour laquelle, l'étude des causes lointaines, chapitre 1, est préalable à l'énoncé des causes immédiates, qu'elles soient inhérentes aux facteurs externes, chapitre 2, ou internes, chapitre 3. Chapitre 1. Les causes lointaines. En moins d'un demi-siècle, l'Afrique a beaucoup changé en adoptant certaines formes de modernité tout en renouant avec son passé 21. La crise que connaît le pays aujourd'hui est le résultat de l'échec d'un système importé. C'est pourquoi nous allons pouvoir démontrer dans ce chapitre les causes lointaines résultant de la colonisation, section I, et de l'instauration d'un régime fort qui visait à se perpétuer, section 2. Section 1. L'impact du colonialisme dans la vie politique ivoirienne. La Côte d'Ivoire a été colonisée par la France. De 1893 à 1960, la Côte d'Ivoire fut imprégnée de structures socio-politiques par assimilation de celles de la métropole, P1, ce qui entraîna le rejet de l'organisation traditionnelle, P2. Paragraphe 1. Le choc de 2 SYSTEMESDIFFERENTS. Ce n'est pas parce que la tradition africaine est caractérisée par l'oralité qu'il n'existait pas d'organisation politique à l'africaine. Seulement, celle-ci a été remplacée par un gouvernement colonial. 2. Paris poursuit aujourd'hui avec les capitales sud-sahariennes des relations spécifiques. Leur sève puise aux sources de ce que fut la geste coloniale. Ces liens charnels expliquent que la politique africaine de la France soit frappée au sceau de la continuité 22. Le poids des traditions ivoiriennes. Les traditions ivoiriennes sont caractérisées par une variabilité de régime A, qui reconnaissent le chef traditionnel, B. Dans le passé, c'était le tribalisme. En Afrique, la réalité politique est le village et la tribu, quelquefois l'empire, jamais la nation. Qu'il s'agisse du Rwanda ou du Burundi, de la Mauritanie ou du Tchad, de la Sierra Leone ou du Libéria, partout les conflits politiques et militaires prennent une forme tribale même si le tribalisme n'en est pas la cause. Les États-nations hérités du colonisateur dans les frontières qu'il avait tracées et avec les règles de droit qu'il avait imposées sont fragiles, corrompus, instables et parfois si faibles qu'ils entrent en décomposition.
L'anarchie n'est pas loin. A. Du REGIMEPATRILINEAIRE au REGIMEMATRILINEAIR. Le système était fondé sur la famille, sur la tribu et les bases territoriales. Chaque tribu se considérait comme propriétaire d'une certaine portion de territoire. Du régime patrilinéaire au régime matrilinéaire, l'ambivalence du rôle du chef existe dans la politique et la religion. Il y avait une hiérarchie dans l'Afrique traditionnelle, et les échelons allaient du chef, des intermédiaires et courtisans jusqu'au chef de village, etc. Les décisions appartenaient à des assemblées suivant des modalités variées. La succession était souvent héréditaire, témoignant de l'appartenance à un certain lignage. B. La reconnaissance d'une chefferie traditionnelle. L'Africain s'identifie avant tout à son groupe social défini en cercle concentrique allant de la famille nucléaire très élargie à la tribu, ou groupe ethnique en passant par le clan et le village. La configuration du groupe ethnique transcende les limites géographiques d'un village, et le chef traditionnel était le représentant de diverses valeurs. 1. Le gardien du patrimoine culturel. La paysannerie avec ses structures et ses entités socio-culturelles, autochtones, est aussi variable qu'il y a d'ethnies ou de tribus. Seulement, le monopole de l'objet culturel est aussi encore détenu par l'État qui a conduit à une extraversion culturelle du pays. Ainsi, l'occidentalisation aboutit au changement profond du régime alimentaire, par exemple le développement de la consommation des céréales, le riz en particulier aux dépens des tubercules. La célébration des mariages civils, l'habillement à l'occidental, la musique et le rythme de danse traduisent le transfert de l'Occident en Côte d'Ivoire. L'élection de Miss Côte d'Ivoire, à partir de 1983, s'inscrit dans le processus d'occidentalisation, même si ce genre de concours de beauté existe depuis longtemps avec l'élection de Miss Carnaval, à Bouaké. Depuis 1987, l'élection Miss Aoulaba tente de renverser le processus en instituant un concours de reines de beauté plus conforme au canon africain. Mais sans doute, le domaine le plus étonnant, le plus vivant des innovations culturelles est celui du français parlé en Côte d'Ivoire. Le français ivoirien est reconnaissable entre mille. Dans les années 1990, cette langue fut dénommée français de Moussa, à partir d'une chronique hebdomadaire signée Moussa, tenue par un journaliste dans Ivoire Dimanche. Reflet du français parlé courant, il est fait de phrases simples, généralement sans articles et mélangeant les syntaxes des langues africaines et le français. Suivant les chemins de la culture quotidienne en Côte d'Ivoire, le français de Moussa fut récupéré et exporté dans les pays voisins. Aussi fit-il place à une nouvelle innovation linguistique, le nouchi, une sorte de créole. 2. Le REPRESENTANT du sacre. Le chef est en même temps le représentant de l'ordre juridique et religieux. Omnipotent, il tranche sous l'arbre aux palabres et s'entoure d'une légende de solitude et de mysticisme. Les sociétés africaines sont d'abord agraires. Le caractère sacré de la terre est lié à la présence des ancêtres, au respect de l'autorité des chefs de terre, à la crainte de malheurs éventuels. Le chef traditionnel assure la liaison entre le monde visible et invisible. Tout manquement au chef peut être sanctionné par la malédiction ou l'exclusion du clan. 2. L'instauration d'un gouvernement colonial. La suprématie des valeurs occidentales, et l'obligation morale d'imposer à l'Afrique une partie au moins de ses valeurs a conduit à une assimilation qui a entraîné l'effritement des pouvoirs des chefs coutumiers. A. La renaissance culturelle. La colonisation avait entraîné un bouleversement de l'ordre au sein des sociétés africaines, qu'il fallait réinstaurer par la coercition. Tout a commencé par l'alphabétisation, la création des écoles et l'obligation de s'instruire selon un enseignement assimilé au programme français. Ensuite sont intervenues l'amélioration et l'extension des moyens de transport permettant la libre circulation des personnes, puis le remplacement par des idées religieuses et l'affaiblissement du pouvoir mystique, traditionnel et enfin l'instauration des cultures industrielles destinées au marché. Chaque territoire avait une culture industrielle. Le vin en Algérie, le coton au Soudan et en Ouganda, le cacao au Ghana, le café en Côte d'Ivoire, le sisal au Tanganyika et le tabac en Rhodésie du Sud. Avec la législation nouvelle, il fallait légitimer la domination coloniale par l'instauration d'un régime nouveau. B. L'instauration d'un nouveau régime.
Que ce soit au plan économique ou politique, le colonisateur marquait sa présence en installant d'autres structures. Les institutions politiques que les colonisateurs anglais ont voulu léguer à l'Afrique ont été balayées 26. 1 au plan économique. Avec la naissance des villes, on assiste à l'imprégnation des conceptions modernes. La contrainte de quitter le village puis le travail forcé conduit à l'expropriation des terres au profit d'exploitants européens. Ensuite, l'institution de l'impôt de capitation a entraîné l'exode et l'exil pour la recherche d'un travail salarié et a conduit à une désagrégation du sentiment de solidarité communautaire. La porosité des frontières entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins a entraîné un fort taux d'immigration. Et dans cette terre d'accueil, l'important était de produire au bénéfice de la toute-puissance coloniale. L'introduction des cultures industrielles ne pouvait manquer de modifier les structures sociales traditionnelles, car elles exigeaient un système d'exploitation différent. Généralement, une distinction commençait à s'établir entre les terres destinées aux cultures vivrières, qui restèrent la propriété commune, et les terres affectées aux cultures industrielles qui eurent tendance à évoluer vers le statut de la propriété privée. Les systèmes fonciers matriarcaux furent spécialement affectés par les cultures industrielles. La désagrégation commença ainsi au sein de la famille, de la tribu. 2 au plan politique. L'alphabétisation et la formation à l'européenne avec l'essor de la philosophie individualiste ont donné naissance à l'émergence des nouvelles élites, une petite minorité d'intellectuels désignés comme porte-parole. Par le système de l'administration directe, appliqué par la France, il y a eu une restriction politique et judiciaire de l'autorité traditionnelle. La décadence de la chefferie traditionnelle a entraîné une coexistence de chefs, l'un reconnu par la tribu, l'autre reconnu et soutenu par l'autorité coloniale. De porte-parole et représentant du village, le chef de village devint progressivement un simple agent de l'administration mandaté au village. La structure politique coloniale était une autocratie avec un gouvernement à sa tête, et où les citoyens n'avaient aucun droit politique. Alors commencent les revendications, et avec l'échec de l'intégration devenir français à part entière, la recherche de l'indépendance. Paragraphe 2. La VENEMENT de l'INDEPENDANCE. Les premières organisations ouvertement politiques provinrent généralement d'associations entre instruits. La mise en contact des Africains avec l'extérieur par leur participation à la Seconde Guerre mondiale éveilla de nouvelles aspirations. La Seconde Guerre mondiale avait modifié les rapports des puissances mondiales. Les États-Unis et l'Union soviétique étaient devenus les leaders de deux énormes blocs dans une guerre qui obligeait à rechercher l'appui des États non-européens. Le choc entre mouvements nationalistes et gouvernements coloniaux. À partir des associations de défense d'intérêts nationaux, A, on en est arrivé à la naissance des partis politiques, B. A, la THESE de l'apolitisme. Pour réussir, un mouvement politique nationaliste devait conquérir les esprits. Il devait essayer d'inculquer à la majorité un système de valeurs et de normes en complet désaccord, bien souvent, avec le gouvernement colonial. Pour ce faire, le mouvement nationaliste essayait de créer autour de lui un réseau d'organisations, groupements de jeunesse, de femmes, amicales d'anciens combattants, syndicats agricoles, associations ethniques, églises, l'objectif étant d'imprégner les masses des principes et des conceptions nouvelles et révolutionnaires. En réalité, l'idée sous-jacente était la conquête du pouvoir et le slogan général était « la politique d'abord ». À ces arguments, le gouvernement colonial opposait la thèse de l'apolitisme selon laquelle les associations devaient se tenir en dehors des discussions politiques. Mais ces tentatives de diversion tournèrent court, la lutte pour l'indépendance s'engagea. B. La création des partis politiques. Chaque gouvernement africain sait que son problème numéro 1 est d'assurer envers et contre tout l'unité territoriale du pays. L'unification du pays, pour être durable, exige que la majorité reconnaisse l'État comme détenteur légitime de la force et de l'autorité comme centre incontesté de la législation et de l'arbitrage social. Pour apprendre à la majorité illettrée le sens de la loi, des mesures draconiennes sont fréquemment prises, comportant des peines sévères. Ainsi des recommandations de la conférence de Brazza
naquirent les partis politiques parmi lesquels le Syndicat agricole africain et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. 2. Le REGIM de l'unique parti depuis l'INDEPENDANCE et l'entretien du CLIENTELISME. Les partis d'opposition disparurent complètement, soit qu'ils aient été absorbés par le parti principal, soit qu'ils aient été dissous, notamment en Côte d'Ivoire, au Mali, en Tunisie. La Côte d'Ivoire insiste moins sur la participation des masses, le président ivoirien règne sans partage. La confiscation du pouvoir par le PDCIRDA. L'ordonnance du 22 août 1945 qui accorda aux populations d'outre-mer le droit de représentation dans les assemblées en métropole, permit l'exercice des droits politiques avec des limites imposées par l'existence d'un double collège électoral jusqu'à l'instauration du suffrage universel. Les consultations électorales organisées en 1957 furent marquées par une réelle mobilisation des populations, et le PDCIRDA, avec à sa tête Félix Houphouët-Boigny, remporta toutes les consultations. À l'indépendance du pays, il devint chef de l'État, en réalité monarque de droit divin qui gouvernera pendant plusieurs décennies et jusqu'à sa mort en 1993. L'entretien du CLIENTELISME. Malgré l'indépendance, les relations des ex-colonies africaines avec leurs anciens colonisateurs ont gardé quelque chose des relations de province à métropole. Aujourd'hui, regardant le chemin parcouru par l'Afrique, on peut reconnaître avec Senghor que le vent qui souffle sur l'Afrique n'est pas un vent ordinaire, c'est un ouragan. Cet ouragan a non seulement tout ravagé, mais apporté ou renforcé tous les éléments de nature à perpétuer le chaos. Désordre, tribalisme, misère, paresse, etc. 1. Au plan culturel. La mission civilisatrice consistait toujours à répandre la civilisation occidentale, et souvent le christianisme. Dans une certaine mesure, la politique de dénigrement culturel des sociétés africaines fut couronnée de succès. Les intellectuels africains furent les premiers à rejeter leur propre culture non seulement dans le domaine religieux et technique, mais encore pour les vêtements, la musique et ce qui est le plus grave, les liens avec le passé. Ils admirent généralement que l'Afrique n'ait pas d'histoire, et que son seul avenir consistait à adopter les normes occidentales. 2. Au plan politique. La France continue à maintenir sa présence dans ses anciennes colonies car l'Afrique s'est révélée être une force politique avec laquelle il fallait, et il faut compter. De plus, chasse gardée, elle est le grenier sans lequel certaines grandes puissances affaiblies par la guerre mondiale ne s'en seraient sorties sans y puiser. C'est pourquoi la politique du général de Gaulle a été maintenue par Georges Pompidou, perpétuée par Valéry Giscard d'Estaing, n'a jamais été remise en cause ni par François Mitterrand ni par Jacques Chirac. Résumant la politique française des colonies, nous nous accordons avec M. Bayard pour dire que Paris n'a jamais cessé de penser sa politique africaine comme un simple instrument au service de sa politique de puissance. Du rêve impérial de la fin du XIXe siècle à la retraite en bon ordre, de la décolonisation à la gestion conservatoire de la coopération, la continuité a été évidente. La clientèle diplomatique que l'Afrique a fournie à la France et plus précisément le jeu des votes qu'elle lui a apporté dans l'enceinte des Nations Unies, avait l'avantage de garantir son siège de membre permanent du Conseil de sécurité, d'accroître l'audience des résolutions qu'elles entendaient faire adopter sur les affaires du monde. Il apparaît ainsi que la mainmise de la tutelle consistait à régner jusque dans le choix des gouvernants et leur maintien au pouvoir, tant qu'ils pouvaient protéger leurs intérêts même au mépris des textes. Section 2. L'imbroglio juridique issu de la Constitution et du régime du parti uni. La vie politique ivoirienne a été marquée, de l'indépendance jusqu'à l'avènement du multipartisme, par une rupture, un écart entre les dispositions constitutionnelles et la pratique. Paragraphe 1. L'INCONSTITUTIONNALITE du parti unique. Les modifications textuelles ou factuelles pendant le règne de Félix Houphouët-Boigny ont fait de lui un monarque de droit divin, avec des prérogatives absolues, l'institution d'une monarchie de droit divin. L'absolutisme est marqué par l'impunité dans toute exaction et exagération, et l'étouffement des autres pouvoirs, la confusion du parti et de la PRESIDENCE. En accédant au pouvoir,
Le PDCI-RDA règne en maître absolu. La Constitution est écrite et porte en elle des articles sur la liberté d'association, le respect de la personne et des biens et surtout la liberté des partis et groupements politiques. Au nom de la construction de l'unité nationale, le pouvoir tout entier est confié au président élu au suffrage universel direct avec un scrutin uninominal à un tour. Le président de la République élu pour 5 ans renouvelable, indéfiniment. Il est à la fois chef de l'État et chef de gouvernement. Il nomme le Premier ministre, et sur proposition de ce dernier les autres membres du gouvernement. Mais chose curieuse, il nomme les 120 membres du Conseil économique et social exerçant un rôle de comité consultatif législatif, puisque le parti investit certains membres, ils lui doivent obéissance et soumission. La Côte d'Ivoire a vécu pendant plus de 30 ans qu'a duré le régime Houphouët-Boigny, cette monarchie de droit divin incontestable par sa maîtrise des autres pouvoirs et une répression exacerbée. Lors de l'indépendance le 7 août 1960, le monopartisme est instauré. Le PDCI est le parti unique ou l'unique parti. Le régime ivoirien va s'institutionnaliser en limitant et en empêchant l'action des entrepreneurs politiques. 1. La manipulation de l'État et du parti, par le même individu. Le PDCI aura seul le droit et la liberté de mener une activité politique dans tout le pays. Ce monopole, écrit Jean-Noël Loucou, a pour corollaire un recours à la coercition, à la répression contre toute contestation du pouvoir, qu'elle revête la formule des délits d'opinion, de grève, d'action politique ou de lutte armée. L'État confisqué par son détenteur légitime, est mêlé au parti unique, celui-ci rend loisible la concentration du pouvoir dans les mêmes mains dirigeantes. À la vérité, les organismes directeurs du parti n'ont pas de prise directe sur l'État, mais le chef de l'État et du parti tient en main le mécanisme des décisions et assure la régulation de tout le système politique. On a pu dire qu'il se sert du parti unique comme instrument de gouvernement pour faire diffuser ses idées et expliquer ses décisions. Il en est d'ailleurs du parti comme des institutions de l'État. 2. Le président du parti is au PIEDESTAL. En manipulant l'État et le parti, Houphouët-Boigny est au-dessus de tout le monde. Il contrôle l'accès à l'État et au parti, qui conditionne l'accès direct aux ressources économiques, et il se constitue ainsi des clients loyaux et dévoués attachés à sa personne. Ce patrimonialisme est pratiqué au sommet de l'État pour assurer faveur, loyauté et obéissance. Dans le système du parti unique, être convié à l'exercice du pouvoir est un immense privilège car c'est participer au festin, au partage du gâteau. Tout l'effort du président est de consolider son pouvoir et de le légitimer en développant des habitudes d'obéissance et de soumission. C'est ce qui explique, outre la répression musclée, la subordination des autres organes de pouvoir. B. Le TRANGLEMENT des pouvoirs LEGISLATIF et judiciaire. La Constitution de 1960 consacre la séparation de pouvoirs, mais en réalité le pouvoir exécutif contrôle étroitement le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. 1. La remise en cause de la garantie constitutionnelle de l'INDEPENDANCE de la magistrature. Le président est au-dessus du principe de la séparation des pouvoirs, pouvant agir sur l'Assemblée. Il a la haute main paternelle sur l'armée dont il est le chef, sur l'administration et sur le parti dont il contrôle les canaux de recrutement des personnels dirigeants, sur la justice dont il est le garant et nomme les magistrats. Le président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature. Comment concevoir une liberté du juge face à un pouvoir qui gère sa carrière? Il a l'œil sur tout, sur toute autorité politique et économique. Il est la source de tout pouvoir. 2. Le rôle d'enregistreur, joué par, de l'Assemblée nationale. Le jeu politique est régi par des règles propres au PDCI et son chef. Houphouët-Boigny, craignant d'être mis en minorité ou de subir un échec en cas d'élection libre et ouverte, prend le soin de choisir les candidats. Ainsi, de 1960 à 1980, le président de la République et les députés sont élus sur la même et unique liste. Cela signifie que tout texte partant de l'exécutif ne pourra qu'être entériné par le législatif car en réalité, la main de l'exécutif est omniprésente dans le choix des députés désignés expressément pour véhiculer la pensée du père, qui n'admettait pas de critique ni de remise en cause de sa politique.
C'est en cela que l'Assemblée nationale limitait son rôle à l'enregistrement des textes, et ceux des députés qui ne l'ont pas compris ont eu maille à pâtir avec les autorités. En 1983, les députés Guédé Guinan, Sémi Bizan, Emmanuel Dioulo et Jean Kambire ont osé dénoncer dans un manifeste la politique des présidents de la République et de l'Assemblée nationale. Cet acte est considéré comme un acte de crime de lèse-majesté, et ils furent exclus des listes électorales en octobre 1985. 2. L'inexistence d'un débat politique. Durant son passage aux affaires, la politique intérieure d'Houphouët a été tantôt teintée de répression, tantôt teintée de clémence. Toute tentative de création de parti est vite étouffée et les initiateurs sont soit mis aux arrêts pour complot, soit contraints à l'exil s'ils ne font pas allégeance. La genèse de cette exclusion. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'État français permit à ses colonies d'organiser la vie politique par la création de partis et de syndicats. Jusqu'en 1948, 5 partis politiques animent la vie de la Côte d'Ivoire. 3 partis filiales de partis français, SFIO, MRP, RPF, et 2 partis ivoiriens, le PPCI de Kwame Benzeme et le PDCI d'Houphouët-Boigny. Pour mieux coordonner la lutte pour l'indépendance, quelques partis politiques se retrouvent à Bamako, au Mali, en 1946 et créent le Rassemblement démocratique africain, RDA. Assez tôt, le PDCI-RDA s'emploie à organiser les luttes des Ivoiriens, s'affiche anticolonialiste et prend l'initiative d'une politique d'union des partis politiques. En un tour de main, il fait disparaître tous les partis politiques. Il incorpore les leaders dociles et faciles au sein du PDCI-RDA, et leur fera obtenir des sièges de conseillers municipaux et de députés, tandis que les plus farouches sont emprisonnés. Ainsi, tous les partis à base ethnique ou régionale comme le PPCI, le BDE, l'EDIC et le MA37 se fondent dans le PDCI. Toute tentative de rébellion étant sévèrement punie. La REPRESSIONMUSCLE de toute tentative d'organisation. Dès 1956, Houphouët-Boigny met en place un système répressif hérité du colon, lui permettant d'asseoir sa suprématie. La SEDUCTION par l'octroi de postes politiques. Le choix des dirigeants politiques est fonction des relations d'amitié ou de famille, mais aussi par clientélisme pour récompenser ceux qui retournent leur veste, et adoptent ou font siennes les idées du président du parti au pouvoir. Le sommet de la pyramide distribue les privilèges et les promotions. Les séductions faciles de l'argent conduisent à un délabrement de personnalité, et aux changements intempestifs de position au point où aujourd'hui encore, nous nous posons la question de savoir si le multipartisme a un sens en Afrique. 2. Les mesures REPRESSIVES contre les opposants. Le PDCI s'étant concilié avec les syndicats, il prend les dispositions pénales et électorales pour briser la résistance des quelques opposants qui restent. La loi numéro 59-118 du 27 août 1989 portant renforcement de la protection de l'ordre public viendra compléter le code pénal par des articles encore plus répressifs. Ils doivent permettre au gouvernement de sévir sans délai. 3. L'orchestration des faux complots d'Houphouët-Boigny. Ainsi, aussi bien l'exécutif que le parti ou l'armée ou l'administration sont utilisés dans le sens d'une concentration plus grande du pouvoir dans les mains du chef de l'État. Il dispose de tous les moyens pour écraser toute opposition et empêcher la constitution d'autres partis politiques ou même de toute organisation ne partageant pas ses idées ou pouvant les contester. De la sorte, entre 1970 et 1972, CRAC-BGNAGBE, un ressortissant du centre-ouest s'oppose à la politique d'Houphouët qui le fait arrêter et plus personne n'entendra parler de lui. En 1985, lors des élections présidentielles, GBA Itrema Tagro, aujourd'hui président du Parti républicain de Côte d'Ivoire, aurait tenté de se présenter contre Houphouët. Il a été mis aux arrêts et présenté comme un individu souffrant de troubles psychiques. Toute volonté de changement est interprétée comme une orchestration visant à évincer le président. Le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général du PDCI-RDA depuis 1960, Philippe Grégoire YACE, accusé comme auteur d'un complot ourdi contre la personne du chef de l'État, est alors limogé. Suite à son limogeage, ayant la preuve de sa popularité, le président Houphouët calmera le jeu. À la mort de Mamadou Koulibaly,
président du Conseil économique et social, Houphouët nomme Yassé à la tête de cette institution. Du coup, le champ est libre pour Conan Bédier qui occupe les fonctions de président de l'Assemblée nationale depuis novembre 1980, mais qui semblait être gêné par la présence de Philippe Yassé au sein de l'hémicycle. Paragraphe 2. La révision constitutionnelle CALCULEE. Beaucoup de modifications textuelles y prouvent la volonté du président Houphouët d'organiser lui-même sa propre succession de le des multiples modifications de la Constitution de 1960. La Constitution de 1960 stipulait en son article 11 « En cas de vacance de la République par décès, démission ou empêchement absolu constaté par la Cour suprême saisie par le gouvernement, le président de l'Assemblée nationale assume les fonctions du président de la République et dispose de 90 jours pour organiser de nouvelles élections présidentielles. » Texte originel de 1960. En cas de vacance de la présidence de la République, par décès, démission ou empêchement absolu, les fonctions de président de la République sont provisoirement exercées par une personnalité choisie au sein de l'Assemblée nationale par son président. Si la durée du mandat restant à couvrir est égale ou inférieure à 12 mois, il n'y a pas lieu à élection du président de la République. Le président désigné par le président de l'Assemblée nationale devient de plein droit président de la République, avec les rangs, pouvoirs et prérogatives attachés à ce titre. Après 12 mois, il est procédé à de nouvelles élections présidentielles. Le mandat du nouveau président de la République expirait en même temps que prennent fin les pouvoirs de l'Assemblée nationale. À la lecture de ce texte, il est clair qu'aucun successeur n'est constitutionnellement désigné. Le doute existe et ouvre droit à toutes les querelles et prétentions sur la personne qui occupera le siège présidentiel en cas de vacance. Le président de l'Assemblée nationale est écarté par les dispositions textuelles qui lui confient plutôt la charge de désigner un tiers qui peut aussi se prétendre être la personne la plus indiquée pour ce poste. L'article 11 de la Constitution qui prévoit les modalités de la transmission du pouvoir en cas de vacance a été modifié 5 fois. Le texte de la révision de 1975 énonce « En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu, le président de l'Assemblée nationale devient de plein droit président de la République, avec les rangs, pouvoirs et prérogatives attachés à ce titre. Les fonctions du nouveau président de la République cessent à l'expiration du mandat présidentiel en cours. » Ce texte est plus clair, le président de l'Assemblée nationale étant connu. A. La modification constitutionnelle de l'article 11 du 26 novembre 1980. Dans la révision de 1980, il est prévu en cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu constaté par la Cour suprême saisie par le gouvernement, le vice-président devient de plein droit président de la République. Les fonctions du nouveau président de la République cessent à l'expiration du mandat présidentiel en cours. Ce texte porte l'introduction d'une nouvelle fonction, celle de vice-président de la République qui viendrait tout d'un coup écarter la prépondérance de l'Assemblée nationale dans la suppléance à la présidence. Les dispositions du texte des révisions de 1985 et de 1986 sont similaires. En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu constaté par la Cour suprême saisie par le gouvernement, les fonctions de président de la République sont exercées provisoirement par le président de l'Assemblée nationale. Il ne peut être fait application pendant la période d'intérim des dispositions des articles 12 alinéa 2 et 71. Il est procédé dans un délai de 45 jours au moins et de 60 jours au plus à des élections pour la désignation d'un nouveau président. Celui-ci entre en fonction dès la proclamation des résultats par la Cour suprême. Les pouvoirs du président élu moins de 12 mois avant la fin du mandat présidentiel en cours expirent en même temps que ceux de l'Assemblée nationale de la législature suivante. Cette nouvelle modification matérialise le souci constant de démontrer qu'il n'existe pas un dauphin précis, certainement par crainte d'un coup d'État ou de manœuvre d'éviction. Le président Félix Houphouët-Boigny aimait créer le doute, prouvant toujours qu'aucune personne n'est prête ou digne pour sa succession. Il y a là un revirement continuel lié à la volonté du président Félix Houphouët-Boigny d'écarter certaines personnes de la compétition et plus tard d'aménager la place de son dauphin,
D'où la dernière révision de 1990 dans ce texte. En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu constaté par la Cour suprême saisie par le gouvernement, les fonctions de président de la République sont dévolues de plein droit au président de l'Assemblée nationale. Les fonctions du nouveau président de la République cessent à l'expiration du mandat présidentiel en cours. Ces révisions successives témoignent de l'importance du problème et de la volonté du chef de l'État de choisir lui-même celui qui assurera la continuité. Si l'âge avancé du président incite à s'interroger sur le problème de sa succession, cette question a excité des passions, réveillé des antagonismes, creusé des clivages et suscité tellement de rumeurs qu'il a lui-même désigné le président de l'Assemblée nationale actuelle en la personne de Henri Konan Bédier comme successeur. Sa mort survient en 1993, laissant ce dernier texte en vigueur. Certains ont vu à travers cette volonté de changement une orchestration visant à évincer le président de l'Assemblée nationale Philippe Yassé accusé comme auteur d'un complot ourdi contre la personne du chef de l'État. B. La modification de l'article 11 du 6 novembre 1990. En 1990, la Constitution est modifiée afin de permettre à Konan Bédier de devenir le dauphin d'Houphouët-Boigny. La loi numéro 90 529 du 6/11/90 modifie l'article 11 en ces termes. En cas de vacance de présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu constaté par la Cour suprême saisie par le gouvernement, les fonctions de président de la République sont dévolues de plein droit au président de l'Assemblée nationale. Les fonctions du nouveau président cessent à l'expiration du mandat présidentiel en cours. Il y a dans cette disposition un retour au texte de 1960, ce qui traduit aisément la volonté de son initiateur de contourner la disposition légale en la modifiant en 1980. En réalité, il avait réussi à faire sauter de l'hémicycle Yassé devenu gênant et à le remplacer par M. Konan Bédier qui devenait le successeur constitutionnel, et pour taire toute velléité de mécontentement, YACE devenait le président du Conseil économique et social. Le président savait jouer la carte de la prudence. Toutes ces modifications constitutionnelles ne visent qu'un but précis: recentrer le régime patrimonial sur son leader ou mieux, entretenir le leadership. Il fallait contrôler l'émergence de certains hommes, empêcher certains de nourrir des ambitions. C'est pourquoi est intervenu le limogeage de Philippe Yassé, accusé de faire des élections municipales le moyen de s'assurer une clientèle pour placer ses hommes à lui, en vue de la succession du président de la République, supposée ouverte pour 1980. 2. L'INCONSTITUTIONNALITE de la loi, ANTICALSSEURS. Pour punir ceux qui se sont soulevés contre le pouvoir dictatorial d'Houphouët ayant conduit à appauvrir davantage les classes les plus pauvres, le président fit voter une loi dite anti-casseurs, surprenante par son ignorance du principe de la non-rétroactivité et son mépris des formalités légales de mise en vigueur. A. Le non-respect du principe de la NONRETROACTIVITE. La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Toutes les législations modernes ont consacré le principe de la non-rétroactivité, corollaire du principe de la légalité et qui signifie que la loi doit être connue de tous, et parce qu'elle érige et définit les types de comportements et les sanctions y afférents, la loi répressive en particulier doit préexister à l'accomplissement de l'acte délictueux de sorte que celui qui agit sache non seulement que son comportement est une faute mais connaisse aussi quelle peine a été prévue par le législateur pour le réprimander. La Côte d'Ivoire comme la plupart des États africains a admis ce principe, hélas, pour museler toute forme d'opposition et de manifestation dirigée contre le PDCI, obnubilé par la conservation du pouvoir ne se rendait plus, pas compte de certaines bêtises. La loi anti-casseurs naît au lendemain des émeutes et vient de ce fait punir les individus pour des actes qui hier encore n'étaient pas incriminés. Houphouët aimait dire « Je préfère l'injustice au désordre ». C'est donc le registre de la violence d'en haut sur la base. L'intensité et la férocité de la répression tiennent à la nécessité pour l'État d'affirmer sa suprématie et son monopole du pouvoir. Privés de la parole depuis 30 ans, les jeunes frustrés adoptent la même attitude. La violence venant d'en bas, les incendies visés par la loi anti-casseurs mise en vigueur au mépris des formalités. B.
Le mépris des FORMALITES de mise en vigueur. La loi est une disposition émanant de l'organe investi du pouvoir législatif et ayant pour but d'ordonner, de permettre ou de défendre quelque chose. La loi n'est valable que lorsqu'elle a été votée par le Parlement, promulguée par l'exécutif et mise en vigueur un jour franc après sa publication au journal officiel. Mais la loi anti-casseurs n'a pas suivi ce cheminement. Rédigée le samedi par l'exécutif, elle a été mise en vigueur le lundi suivant parce qu'il fallait impérativement sévir contre les manifestants. Chapitre 2. Les causes IMMEDIATES, LIE, ES à des facteurs exogènes. La Côte d'Ivoire pendant la décennie 1980 est le théâtre de vives contestations, résurgence à la fois de la pauvreté liée à la crise économique mondiale, à la détérioration des termes de l'échange, aux conditions d'aide des institutions monétaires internationales d'une part, et aux remous sociopolitiques nés du vent des libertés qui soufflent sur le continent d'autre part. Les manipulations externes et la volonté démocratique ont fait jaillir une autre histoire, celle d'un peuple en conflit avec lui-même, avec ses autorités, avec ses représentants politiques. Sonnait alors le glas de la période pacifique et de la postérité, où les questions politiques étaient abandonnées aux initiés. Les langues se délièrent, plus de sujets tabous, même le président était mis à l'index. Ce fut la désacralisation du sage de Yamoussoukro et la mise en péril d'une dictature qui avait duré plusieurs décennies. Après la résistance à l'idée de démocratisation section 1, il fallait presser au plus urgent, résoudre les questions économiques, section 2. Section 1. Le PREUVE de la DEMOCRATISATION. Du 19 au 21 juin 1990, le 16e sommet franco-africain se tint à La Baule. Les thérapeutiques FM et BM n'ont pas produit les résultats positifs escomptés. On assiste plutôt à la faillite économique, à la dégradation de la situation socio-économique, avec le désengagement des investisseurs étrangers et la marginalisation du continent. C'est le ras-le-bol, la descente dans les rues. C'est dans cette ambiance que se déroule le sommet de La Baule qui avait pour objectif principal démocratie et développement en Afrique. Pourquoi ce changement apparaît-il impératif ? Outre la volonté réelle de rénovation des relations franco-africaines, il y a un effet de mode résultant des bouleversements intervenus dans le monde dès 1989 avec la chute du mur de Berlin, l'effondrement du bloc soviétique, donc la fin de la guerre froide et la fièvre planétaire d'une démocratie de marché. Il fallait donc repositionner et récupérer l'idée d'une démocratie universelle véhiculée depuis une décennie par les institutions financières internationales. La substitution du modèle démocratique occidental au modèle du parti unique défaillant ne s'est pas faite sans heurts. On peut même dire qu'il y a eu une sorte de rejet de l'idée de cette démocratie, de sorte que le dieu de l'Afrique francophone a dû changer de ton entre la fermeté de La Baule et la souplesse de Chaillot. Paragraphe 1. Le CONOMIE du discours de La Baule. Les maux dont souffre l'Afrique. La crise est d'abord économique. Elle s'aggrave sans cesse. Installée cruellement dans le cycle infernal d'être sous-développement. Il est vrai que l'Afrique est l'oubliée de la croissance, la laissée pour compte du progrès. La France est décidée à poursuivre sa politique et donc à aider l'Afrique. Quoi qu'il en soit et quoi qu'on en dise, elle ne se retirera pas de l'œuvre engagée depuis si longtemps et qui, sous des formes différentes, au travers de l'histoire, l'a associée à un grand nombre de ces pays. Dans toutes les enceintes internationales, j'ai plaidé pour le développement que je considère comme un élément indissociable des progrès de la démocratie. Mais je tiens à vous dire ceci. De même qu'il existe un cercle vicieux entre la dette et le sous-développement, il existe un autre cercle vicieux entre la crise économique et la crise politique. Il nous faut parler de démocratie. C'est un principe universel qui vient d'apparaître aux peuples de l'Europe centrale et orientale comme une évidence absolue, au point qu'en l'espace de quelques semaines, les régimes considérés comme les plus forts ont été bouleversés. Lorsque je dis démocratie, lorsque je trace un chemin, lorsque je dis que c'est la seule façon de parvenir à un état d'équilibre au moment où apparaît la nécessité d'une plus grande liberté, j'ai naturellement un schéma tout prêt, système représentatif, élections libres, multipartisme, liberté de la presse, indépendance de la magistrature.
Voilà le schéma dont nous disposons. Par ce discours, le président français associait désormais la démocratie au développement économique. Mais l'accueil réservé à ces propos nous amène à nous interroger sur les véritables pensées et motivations de cette aide conditionnée. D'ailleurs, avant cette date, l'amorce de la démocratisation commençait dans la plupart des pays, comme le démontre la démocratie à l'ivoirienne. Il est vestige des EMOCRATIQUES avant la Baule. L'étude des trajectoires politiques et démocratiques en Côte d'Ivoire entre 1980 et 1990 présente une originalité. Le mode d'apprentissage et d'ouverture démocratique, inspiré par le Haut, est canalisé et orienté par les idéaux du parti unique, le PDCIRDA. Mais la problématique de la démocratisation en Côte d'Ivoire ne peut être posée qu'en étroite liaison avec la crise économique, car tant que durait le miracle ivoirien, les populations ne s'intéressaient pas aux exactions des pouvoirs politiques. La crise a affaibli l'État qui pense que sa porte de sortie serait de s'insérer dans le processus démocratique. A. La DEMOCRATISATION du PDCIRDA. La démocratie par le haut en Côte d'Ivoire est une forme d'ouverture politique introduite dans la vie politique ivoirienne entre 1980 et 1985, se limitant à la réforme des instances du parti unique, le PDCIRDA, et au renouvellement de son personnel, c'est-à-dire les députés ivoiriens. Ce centralisme démocratique sur lequel reposait le système ivoirien aura du mal à être abandonné. L'orientation vers des ELECTIONS, SEMICONCURENTIELLES. Les raisons d'une démocratisation évoquées par le président Houphouët sont contenues dans son discours du 7 décembre 1979 à Katiola, à l'occasion des fêtes commémoratives de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour le président du PDCIRDA, la réussite économique du pays a fait oublier le piétinement de la démocratie qu'il fallait désormais remettre sur les rails. Cette décision de changer d'orientation allait de pair avec la survie même du parti. Ainsi, les élections semi-démocratiques des législatives d'automne 1980 et 1985, qui interviennent après 20 ans d'unanimité politique et de monolithisme partisan, sont très significatives dans l'histoire de la vie politique ivoirienne. Plus question d'établir une liste nationale unique sur proposition du bureau politique. Désormais, les candidatures aux élections législatives seraient libres, tous les candidats seront membres du PDCIRDA. Quelle contradiction dans cette vision démocratique du président Houphouët. Alors que démocratie signifie liberté et diversité d'opinion avec pour conséquence immédiate l'avènement du multipartisme, lui a une vision nombriliste de la notion. Avec plusieurs amendements des textes de la Constitution, la pensée démocratique présidentielle vise la suppression de la liste nationale complète. Car en fait, le choix supposé libre du peuple ne l'était en principe que pour les candidats issus d'un même moule politique et idéologique. Pas question d'envisager une concurrence au niveau de l'élection présidentielle. Il fallait occulter la course à la succession. Philippe Yassé, numéro 2 du régime, faisait déjà assez ombrage au pouvoir du vieux. 2. La MATERIALISATION de la DEMOCRATIE. Les élections législatives des 9 et 23 novembre 1980 matérialisent l'ouverture démocratique telle qu'elle est conçue par le président Houphouët. Avant l'ouverture de la campagne électorale, le ministre de l'Intérieur enregistre 650 candidatures pour 147 postes à pourvoir, soit en moyenne 4 ou 5 candidats par poste. Le gouvernement demanda la réduction du délai de campagne pour éviter aux candidats d'un même parti de se déchirer publiquement. Commencée le 25 octobre, elle fut de grande intensité, violente en certains endroits. Les candidats, tous issus du parti du PDCIRDA, ne bénéficièrent pourtant pas du soutien discret du régime en place. La proclamation des résultats, semblable à un séisme démocratique, ébranla les barons du régime. Ceux-ci n'allaient plus bénéficier de l'appui de leurs compatriotes de même village pour lesquels on avait omis de faire le bien, et ils sont devenus ainsi impopulaires. Sur 90 anciens députés qui s'étaient présentés, seuls 27 furent réélus. Ceci signifie que la plupart des députés n'avaient jamais reçu l'onction populaire, puisque les listes des futurs députés étaient confectionnées par les seuls dirigeants du parti.
L'électorat a trouvé dans cette élection l'occasion d'en découdre avec le conservatisme et l'immobilisme de certains turiféraires du régime qui se perpétuaient au pouvoir depuis plus de 20 ans. Les statistiques électorales officielles publiées après les législatives de novembre 1980 ont cependant mis en évidence deux caractéristiques générales du comportement électoral des Ivoiriens. D'une part, le taux d'abstention très élevé 57,35% sur le plan national et d'autre part, l'influence déterminante de l'ethnie dans le choix porté aux candidats. En 1985, le président du PDCIRDA rectifia le tir. Il fallait revenir au système de présélection des candidatures, élargir le bureau politique de 32 à 58 membres et le comité directeur de 100 à 208 membres. De la sorte, il mettrait en échec les rancœurs personnelles liées à l'interdiction de tout débat d'ordre idéologique que mettait en exergue la libéralisation partielle. Il fallait donc verrouiller les opérations électorales de 1985. 5 ans ont suffi pour faire brutalement marche arrière. À notre avis, l'importance des déchirements auxquels la vie du parti et du pays fut exposée au lendemain de la confrontation électorale, conforta le pouvoir dans sa volonté de contrôler davantage les futures joutes électorales. Le président Houphouët, investi d'une nouvelle source de légitimité en renouvelant à près de 80% un parti à bout de souffle, faisant rêver la jeunesse, dépêcha à travers le pays des délégations pour régler les différends nés de cette confrontation électorale qui, au dire de Tessi Bakary, illustre comment des politiques sociales et coutumières peuvent être utilisées dans des contextes africains modernes pour parvenir à des compromis, car la démocratie c'est aussi le règne des compromis. En réalité, la question reste posée qui est celle de savoir si on pouvait parler de l'effectivité d'une démocratisation au sein ou à partir du parti unique. Les ardeurs de certains jeunes députés se tempérèrent au contact de la triste réalité politique. Les textes, toujours taillés à la mesure du dessein du chef de l'exécutif et du chef du parti unique, marginalisaient l'Assemblée investie en novembre 1980. Le filtrage de candidatures, moyen de refouler les candidats zélés, verrouilla la vie électorale et assurait la continuité de l'État selon le rite baoulé. B. Le repus du multipartisme par le président ivoirien. La Constitution ivoirienne du 3 novembre 1960 dispose en son article 7 « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement, sous la condition de respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et les lois de la République. » Ces dispositions constitutionnelles n'ont jamais été appliquées, car le multipartisme ainsi réglementé était rejeté par les partis dominants. Le PDCIRDA, par l'érection du parti unique de fait, le président Houphouët régnait en maître absolu. La désillusion née de la crise économique ne vient pourtant pas tempérer ses ardeurs. En 1989, alors que le pays connaît déjà le fond du gouffre économique et est au bord de l'implosion généralisée, il convoque, du 21 au 29 septembre, des journées de dialogue et crée une commission chargée d'examiner les doléances populaires. Les participants sollicitent l'instauration du multipartisme. Le Vieux estime que le débat sur le multipartisme ne correspond pas aux traditions africaines. Chaque fois qu'il a existé, il a entraîné affrontements, divisions, fraudes électorales, paralysie politique. Je refuse l'affrontement permanent pour mon pays. Je me battrai pour la paix et d'abord chez moi, en Côte d'Ivoire. Je ne partirai pas dans le désordre. Il y a là une réitération du rejet du multipartisme, attitude de fermeté que le président Houphouët observera jusqu'au mois d'avril 1990. De l'institution du multipartisme politique, une décision IMPOSE par la rue. Au terme des journées de dialogue, une équipe ministérielle dite restreinte de 29 membres fut mise en place le 16 octobre 1989. La situation économique presque chaotique du pays commandait au ministre de prendre des mesures courageuses pour éviter le pire. Ces mesures impopulaires partaient de la baisse des salaires des fonctionnaires de 15 à 40% et une contribution de solidarité de 10% prélevée sur le secteur privé, quelques mois après la réduction de moitié du prix garanti aux planteurs de cacao. Le découragement n'en aura plus pour longtemps à se transformer en rancœur et à faire descendre les gens dans la rue. A.
Les mouvements de revendication contestataires. La revendication démocratique est étroitement liée à la crise économique et aux mesures certes appropriées mais impopulaires. Elle commence les 19 et 20 février 1990 par les manifestations estudiantines de Yopougon et de Cocody. Oufouette démission, Oufouette corrompu, voleur, Oufouette y en a marre, Oufouette, on n'en veut plus. Pour la première fois depuis 30 ans, le président Oufouette est directement mis en cause par plusieurs milliers de jeunes manifestants dans un pays qui consacre tous les ans, en moyenne, près de 40% de son budget national, soit entre 200 et 300 milliards de francs CFA, à l'éducation et à la formation des jeunes. Ensuite, les employés des banques se mirent en grève le 9 avril, les postes et communications, les transports en commun annoncèrent des arrêts de travail le 14 mai, des soldats occupèrent l'aéroport de Port-Bouët le 16 mai, le 21 les policiers descendirent à leur tour dans la rue, puis le 23 les douaniers, le 28 mai la grève des chauffeurs de taxi bloqua la capitale. Il était, compte tenu de la généralisation des manifestations, permis de comprendre que leurs auteurs exigeaient le rétablissement d'une vie sociale, normale. Leur demande indiquait que les autorités dirigeantes ivoiriennes étaient les auteurs de la décomposition économique et sociale. La dévaluation et l'ébranlement de la théorie française de l'ajustement, le désenchantement qui s'en est suivi par la paupérisation du peuple, ne pouvaient que renforcer les ressentiments. Rien ne pouvait retenir les foules en furie. Il fallait prendre position et calmer les esprits, ce fut la prise de la décision d'ouverture sur le multipartisme. B. L'annonce officielle du multipartisme, réponse aux revendications populaires. La poussée révolutionnaire des masses populaires, longtemps acculées par la misère et pressées de voir les choses bouger, a conduit à la dictature du multipartisme par le bas. Le 3 mai 1990, c'est l'autorisation officielle du multipartisme en Côte d'Ivoire. Émeutes et soulèvements, mais réélection du vieux sage le 28 octobre 1990 pour la 7e fois avec un taux d'abstention de 38%. Comment expliquer ce résultat ? Pour certains, les élections avaient été truquées. Comment en serait-il autrement étant donné que le parti au pouvoir, organisateur, tenait les rênes et maîtrisait tous ceux qui avaient été placés comme superviseurs des bureaux de vote. L'imagerie populaire raconte même que les urnes avaient été préalablement bourrées de bulletins de vote en faveur du candidat PDCI pour assurer la victoire du vieux. Pas question à cette phase d'apprentissage de la démocratie d'exiger la vérification des urnes. Un opposant, dit-on, aurait même souhaité que les urnes viennent d'un pays neutre. Pas question. La machine de la corruption était en place et malgré le fort taux d'abstention, le président Oufouette l'emporta face à son adversaire de l'époque, Laurent Gbagbo. Le multipartisme pouvait toujours continuer sa vie, mais le pouvoir restait entre les mains du PDCI et de son équipe. Le principal obstacle au processus de démocratisation fut la succession présidentielle organisée par le président Houphouët-Boigny. La disgrâce organisée de Philippe Yassé, l'abandon du principe de la vice-présidence de la République ouvrait droit aux prétentions de M. Henri Konan Bédié, réélu pour la 2e fois consécutive comme président de l'Assemblée nationale ivoirienne. En effet, l'Assemblée nationale ivoirienne, convoquée selon la procédure d'urgence dans la nuit du 11 au 12 octobre 1985, a entériné la nouvelle rédaction de l'article 11 de la Constitution prévoyant le remplacement en cas de vacance à la présidence par le président de l'Assemblée nationale. Et dans sa conférence de presse du 14 octobre 1985, le président Oufouette ajoute que le nouvel appelé cumulera le droit de se représenter aux élections présidentielles. Cette désignation officielle du dauphin dénote la volonté du président Oufouette d'assurer la continuité qu'il avait forgée lui-même de son vivant comme après sa mort. Ce conservatisme individualiste traduit l'échec du discours de La Baule en Côte d'Ivoire. La conditionnalité démocratique de l'aide française au régime africain n'a pas été efficiente. S'appuyant sur les événements de l'Est qui ont balayé les régimes dictatoriaux, prévenant ses pairs africains contre les dangers auxquels leur régime s'oppose s'ils refusent d'obéir à la nouvelle logique de l'histoire, le discours de La Baule est resté un mythe car décalé des réalités africaines d'une part et la France ne disposait pas de moyens d'assumer un changement politique ambitieux, d'autre part. La mort du président Oufouette n'est-elle pas un signe d'adieu de la France à l'Afrique ? L'édifice devenu défectueux finira par s'écrouler,
si on ne bâtit pas un nouvel édifice sur des fondements plutôt solides et rationnels. C'est la nécessité d'un changement de ton intervenu lors du 4e sommet de la francophonie. Paragraphe 2. Les LECONS de Chaillot, le coup de frein au processus des EMOCRATIQUE. Les différents arguments avancés contre le discours de La Baule montrent que celui-ci était soit inopportun, soit mal compris. Cela semble d'ailleurs logique compte tenu de son ambiguïté. Peut-être le président Mitterrand avait voulu faire de son discours un simple ballon d'essai, mais qui, au contact des réalités, se transforma en une bombe, ses répercussions échappant de ce fait, à la fois au régime, au peuple africain et à la France. Ainsi Zachary Ngniman dira que ce discours est démagogique, s'accordant ainsi avec Jacques Blaise Mvie qui, expliquant la désillusion de La Baule, écrivait « Et voici que l'espoir de La Baule s'estompe puis commence à disparaître comme il était venu et la peur qui s'insinue dans les esprits ne peut que laisser les peuples africains déçus et désabusés, avec leurs éternels problèmes sans solution. » L'ambiguïté du soutien français face au processus de démocratisation est commentée sous forme de fable par Mongo _TI. Il se dit partout que François Mitterrand, par la déclaration de La Baule en 1990, a déclenché indirectement l'agitation populaire dans les républiques francophones, en y donnant le coup d'envoi de la démocratisation. Et certaines sphères de la droite française de lui en tenir rigueur, comme s'il avait ce faisant pris le risque de brader une part sacrée du patrimoine national. Il n'y a rien de plus erroné que cette explication de la politique africaine des socialistes et de leurs chefs. Celle-ci n'a été qu'une imposture de 10 longues années, au moins en ce qui concerne le Cameroun. Par la fameuse déclaration de La Baule, l'Élysée a tenté de prendre le train en marche, sans vraiment comprendre la nature ni la portée des événements qui se déroulaient déjà en Afrique. Politicien retors, François Mitterrand s'efforçait surtout de rester à l'avant-scène de l'actualité africaine pour ne pas paraître dépassé par la conjoncture. Vieux cabot de la politique, il voulait profiter aussi de ce nouveau climat pour jouer les beaux rôles. 2 ans plus tard, il constate que ses amis les dictateurs sont en mauvaise posture car ce qui se passa en Afrique, ce fut une vraie révolution au risque d'emporter les mesquins échafaudages du précaré. Il fait alors tout à coup marche arrière et déclare que chaque pays peut se démocratiser à son allure, ce qui signifie en clair que tel dictateur n'est pas obligé d'accepter la démocratisation si celle-ci lui paraît périlleuse. C'est au moins la preuve que le fameux Florentin navigue à vue. Le discours de Chaillot, étape de MURISSEMENT de la PENSEE du président François Mitterrand au contact des RZAZLZITZES africaines. Du 19 au 21 novembre 1990, 18 mois après La Baule, la 4e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en commun l'usage du français se tient au palais de Chaillot à Paris. Le contexte du discours de Chaillot est différent de celui de La Baule, ce qui a fait dire à certains qu'ici Mitterrand ne peut plus donner des leçons. Qu'en est-il exactement? A. Le CONOMIE du discours de Chaillot. Les mutations que connaît la société ne nous concernent pas seulement parce qu'elles modifient les frontières de l'univers francophone, ce qui est fort heureux, elles font aussi sentir leurs effets au cœur même de cet univers comme en témoignent les problèmes auxquels l'Afrique est confrontée. Nombre de pays africains se sont engagés dans un vaste mouvement de réforme démocratique. Chacun saura, j'en suis convaincu, fixer en toute indépendance les modalités et le rythme qui conviennent dès lors que la direction est prise. Le sommet franco-africain qui s'est tenu à La Baule en 1990 a d'ailleurs marqué l'acte de naissance du tout pour la démocratie ou de la démocratie d'abord. Désormais, l'aide de la France sera proportionnelle à l'avancée de la démocratie. Le président ivoirien avait été absent au sommet de La Baule, en juin 1990. En 1991, il participe au sommet de la francophonie, et sollicite un entretien en marge du sommet avec le président François Mitterrand. Son intention était de savoir quelle position avait la France vis-à-vis de son régime. Le président ivoirien s'en sort satisfait, car il est compris par le père Mitterrand qui a assoupli son discours vis-à-vis de ses pairs africains. B. L'esprit de la rencontre de Chaillot. Pour François Soudan, l'attitude apparemment conciliante du président François Mitterrand avec ses partenaires africains quels qu'ils soient, traduit beaucoup plus un sentiment de lassitude, pour ne pas dire un souci de désengagement,
qu'une approbation fondamentale. Plus que jamais Mitterrand l'Européen fait oublier l'Africain qu'il fut un court instant au début de son premier septennat. Tout le contraire de son attitude vis-à-vis des chefs d'État africains présents à la Baule, auxquels il ressassait sur tous les tons, la démocratie et le développement. Comme si l'une était la condition sine qua non de l'autre, l'aide traditionnelle aux mauvais élèves en démocratie sera maintenue, mais de bons points seront distribués aux États qui feront preuve d'une docilité particulière en ce domaine. 2. Le revirement de Chaillot. Chaillot signifie-t-il un désengagement de la France du processus de démocratisation africain? A. Les INTERPRET. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.